Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie silencieuse, mais bien présente dans notre société, la drépanocytose. Une maladie génétique qui, aujourd'hui, est la cause de beaucoup de difficultés de nombreux Sénégalais, mais surtout un peu partout dans le monde. Nous allons parler de la drépanocytose et nous allons lever le voile, mesdames, messieurs, pour essayer de comprendre ensemble c'est quoi la drépanocytose, comment on la gère, quelles sont les complications, comment les éviter. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à notre invité Dr Mounir Hassani, qui est CEO de NephroWorld et qui nous fait le plaisir de revenir sur ce plateau après un passage extraordinaire. Mounir, c'est un plaisir. Un plaisir également de revenir sur le plateau de Télé-École. Ça fait énormément plaisir d'être ici et de parler de la drépanocytose, une maladie qui est quand même très présente, surtout sur notre continent africain. Alors, on va parler de la drépanocytose. La drépanocytose, et nous aurons comme thème comprendre la maladie et vivre avec. Comment on va faire pour comprendre la maladie et pouvoir vivre avec sans trop de conséquences ou de complications. Alors, d'abord, pour comprendre la maladie, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose et comment elle se transmet? Alors, c'est une très belle question, déjà qu'on commence comme ça. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Ça veut dire qu'on la transmet de parents vers l'enfant. Ce n'est pas une maladie contagieuse comme la COVID où quand tu es proche de la personne, tu peux être contaminé. Non, c'est une maladie qui est génétique. Ce qui veut dire que c'est tes parents qui te transmettent la maladie. Alors, la maladie là, va agir au niveau des cellules sanguines. Et l'une des cellules, la cellule qui est touchée généralement, c'est les globules rouges. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les globules rouges, c'est des cellules en fait qui vont permettre en fait de transporter l'oxygène des poumons vers les différents organes. Donc, c'est un rôle vraiment qui est très important. Alors, malheureusement, chez les personnes drépanocytaires, alors, ces globules rouges-là, il y aura une modification de leur forme. Une globule rouge normale, comment elle est circulaire, elle a une forme de disque et elle est élastique, ce qui lui permet justement de se faufiler à travers les différents vaisseaux sanguins et donc de bien alimenter les tissus. Malheureusement, chez ces personnes-là, il y aura ce qu'on appelle la falciformation. Il y aura une forme de fossile de ces globules rouges-là qui vont empêcher justement la bonne oxygénation des tissus, mais également être à l'origine de nombreuses complications à l'origine de cette maladie. Donc, en gros, c'est ça la drépanocytose. C'est une maladie génétique qui est liée à une modification de la forme des globules rouges. Alors, comment se transmet-elle? Alors, la drépanocytose, c'est pas comme... oui, vous avez répondu à la question, oui, voilà. oui. Vous avez répondu. Une maladie contagieuse, vous avez répondu, en fait. Donc, effectivement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une belle question en tout cas, parce que je vais évoquer le volet génétique de la maladie. C'est-à-dire que si vos parents ont la drépanocytose, vous avez également des chances de avoir la drépanocytose. Je m'explique. C'est une transmission de gènes. C'est-à-dire que quand on a tout ce matériel génétique avec lequel on est, qui est responsable par exemple de la taille de mes mains, et le gène qui code pour l'expression des globules rouges, donc la forme des globules rouges chez les personnes drépanocytaires est anormale. On a plusieurs types de formes. On a la forme AA, la forme AS et la forme SS. Et aussi la forme SC, mais elle est moins... On ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. Alors, la forme AA, c'est la forme d'un individu sain. Il n'a pas de problème avec ses globules rouges. Tant mieux, ça va, il n'y a pas de problème. Les personnes AS sont des porteurs sains, c'est-à-dire que ils ont le gène responsable, parce que le gène responsable, c'est le S. Ils ont le gène, malheureusement, heureusement, ils ne peuvent pas présenter les manifestations de la maladie, mais ils peuvent la transmettre. Donc, quand deux parents AS se mettent ensemble, ils ont 25% de chances d'avoir un enfant qui est SS. Et le SS, c'est la forme où tu as le plus d'expression clinique de la maladie. Donc, en gros, si on va retenir, c'est que si vos parents sont AS, vous avez des chances très élevées d'avoir la drépanocytose. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est conseillé à deux personnes qui veulent se marier d'éviter. Tu as emboîté déjà le pas. Exactement. Voilà. Donc, quand on a deux parents qui ont tous
la formule la plus simple, AS. AA. Il faut éviter, Si, parce si. que les conséquences, c'est que l'enfant pourra avoir la Présenter la- formule la plus chaude, la plus dangereuse. La plus dangereuse, ouais. Donc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler. Alors, les symptômes, c'est une maladie silencieuse, mais peut-être avec des symptômes qui peuvent alerter. Oui, oui. La drépanocytose, c'est une maladie qui est très expressive, c'est-à-dire que les symptômes sont très bruyants. C'est vrai, c'est une maladie silencieuse, mais certains de ces symptômes sont vraiment très, 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 très douloureux. On va en venir plus tard. On va en parler un peu plus. Mais le premier symptôme de la drépanocytose, c'est l'anémie. L'anémie, c'est quoi? C'est lorsque votre taux de globules rouges diminue. Et chez les patients, chez les personnes qui sont drépanocytaires, et les enfants notamment, vous allez constater que comme ces globules rouges-là sont mal formés, j'avais parlé tantôt de la malformation des globules rouges, elles vont être vite détruites en fait. Et ça va libérer en fait ce qu'on va appeler en médecine la bilirubine. Bon, c'est un composant qui sera à l'origine d'un vrai symptôme, c'est la coloration jaune des yeux. Il y a des personnes qui ont la drépanocytose, très souvent auront des yeux qui seront jaunes. Ou même des téguments, c'est-à-dire tout ce qui est muqueuse. Très souvent c'est jaune. Autre chose, ils seront pâles. Parce que la quantité comment expliquer ça? La quantité de globules rouges qu'il faut en fait n'est pas nécessaire. Parce que la maladie attaque, c'est pas la maladie, mais en tout cas, les globules rouges sont détruits, vous n'en avez pas assez, et donc vous allez libérer de la bilirubine, comme on dit tantôt, et vous allez présenter un peu une coloration jaune de vos téguments. Alors, en dehors de ça, le symptôme le plus bruyant que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. Alors, c'est quoi les crises vaso-occlusives? C'est-à-dire que vous voyez ces petits globules rouges-là qui ont des formes de sémilunes, bon, falciformes, vu qu'elles ne sont pas élastiques comme les globules rouges normaux, elles vont arriver au niveau des petits vaisseaux, elles vont, elles vont empêcher la circulation du sang en aval. C'est-à-dire quoi? C'est comme une forme de caillot. C'est-à-dire, elles vont s'aggrouper, elles vont s'agglutiner. Et donc, les parties qui sont en aval de cette obstruction-là, en fait, ne seront pas irriguées. La conséquence, c'est quoi? C'est des douleurs articulaires qui sont très, très, très intenses. Quand vous allez demander à une personne qui a drépanocytose comment il ressent, il va vous dire que c'est comme si, en fait, il y avait un camion qui passait carrément sur ses membres. C'est au niveau des articulations. Quand une personne drépanocytose commence sa crise vaso-occlusive, vous allez avoir l'impression qu'elle souffre énormément. Et c'est vrai, et c'est réel. C'est des douleurs qui sont extrêmement atroces. Et c'est dans les articulations. Tout ce qui est articulation. Wow. Tout ce qui est articulation, vraiment, ils ont des douleurs qui sont atroces. Et c'est provoqué généralement par quoi? Par des circonstances comme par exemple un manque d'oxygène, comme par exemple un effort intense. C'est pour ça que les personnes qui sont drépanocytées, surtout les enfants, au sport, par exemple, à l'école, on leur donne un certificat pour ne pas qu'ils fassent des activités intenses. Parce que justement, certaines conditions peuvent déclencher les causes, comme par exemple la fatigue, l'activité physique intense, le froid, le stress, bref, tout ce qui en quelque sorte peut déclencher une crise, on va éviter. Donc deuxième, on a parlé de l'anémie, on a parlé des crises vaso-occlusives qui sont très douloureuses. Troisième chose, ce sont les infections. Les personnes qui ont drépanocytose ont plus de chances de faire des infections. Parce que, bon, je ne vais pas trop expliquer, mais la rate, qui est un organe qui intervient dans l'immunité, en fait, n'est plus fonctionnel. Donc, en fait, ils ont des facilités à faire beaucoup, beaucoup d'infections, notamment des infections pulmonaires avec ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Bon, on ne va pas trop développer. Et dernier symptôme qu'on peut retrouver, c'est le priapisme. Le priapisme, c'est quoi? C'est des érections chez les jeunes garçons qui sont extrêmement douloureuses et qui peuvent durer 3 heures. C'est-à-dire qu'ils sont là, parce que le sang est coagulé, à l'intérieur de la verge, ils ont des érections qui sont dures, qui durent plus de 3 heures et c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très douloureux. Ça, c'est... On veut comprendre la maladie, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ces informations-là parce que ça nous permet quand même de mieux comprendre. Et c'est l'objectif de ce premier passage-là dans le questionnaire, comprendre la maladie. Parce que c'est la thématique de l'émission même, comprendre et pouvoir vivre avec. Maintenant, on va comprendre et on va voir comment est-ce qu'on peut vivre avec. Alors, en parlant de diagnostic et de prise en charge. Mais bien avant cela, vous avez parlé des risques et des complications. Est-ce qu'il y a d'autres risques ou d'autres complications que vous voulez ajouter? En fait, le truc, c'est que ça, c'était des complications aiguës.
Quand, on va peut-être en parler à peu près dans la suite, quand la drépanocytose n'est pas bien prise en charge, n'est pas bien suivie, il peut avoir des conséquences plus graves, comme par exemple un AVC. Wow. Même mécanisme que l'obstruction. J'avais expliqué tantôt Oui, que ça va, oui. même mécanisme. L'AVC, c'est la même chose, c'est des caillots qui vont aller boucher une artère. Pareil pour la drépanocytose. Donc, quand l'AVC n'est pas bien traité, n'est pas bien suivi, il y a des risques d'AVC, il y a des risques de complications rénales, de faire une insuffisance rénale. Mais, généralement, on ne va pas alarmer le peuple et faire. Quand vous êtes bien suivi, vous avez un diagnostic qui est bien pris, vous êtes bien suivi, des complications qui seront le plus longtemps possible loin de vous. Et donc, quand vous êtes informé, quand vous êtes suivi, quand vous allez vers l'information, vous pouvez vivre avec sans avoir vraiment de réelles complications. Et ça, c'est le message de Mounir Hassani. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'aller chercher l'information parce qu'il faut la comprendre, cette maladie, et pouvoir vivre avec sans complications. On parlera de diagnostic et de prise en charge. Comment diagnostique-t-on la drépanocytose? Alors, voilà, à quel âge peut-on le faire? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie qu'on diagnostique déjà très tôt à la naissance. C'est-à-dire, le petit de 6 mois, on peut déjà... Il y a ce qu'on appelle, je n'ai pas parlé dans les signes, mais c'est ce qu'on appelle le syndrome PMS. C'est-à-dire que le nouveau-né va présenter une tuméfaction au niveau des membres, de ces deux membres-là et des membres inférieurs, qui vont être... c'est une tuméfaction, quoi. C'est assez enflé. Et quand le spécialiste voit ça, il automatiquement pense à une drépanocytose. Maintenant, pour confirmer, bien évidemment, sur un dosage, on va faire l'électrophorèse. L'électrophorèse va maintenant confirmer votre statut. Est-ce que vous êtes SS? Généralement, c'est les SS ou SC ou SB. Il y a vraiment beaucoup de formes. Mais on va vraiment se concentrer sur la forme SS aujourd'hui. Donc, dès que vous avez ces signes-là, chez le nourrisson, par exemple, vous faites l'électrophorèse, vous voyez qu'en fait, oui, il a une drépanocytose. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à le suivre et à anticiper sur les prochaines complications. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment l'hôpital, dosage sanguin, électrophorèse. On connaît votre statut, en fait. Face aux symptômes qu'on a précisés, ensuite, vous allez vérifier avec... Parce que cette formule SS, c'est la formule la plus redoutée. Si, la plus redoutée. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs qui disent voilà, que quand vous avez cette formule, vous ne dépassez pas les 15 ou les 20 ans. Je m'en vais poser même la question, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est mortelle, la drépanocytose? Oui, mais voilà, après ces affirmations-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La drépanocytose est mortelle, c'est vrai. En temps, on aurait dit que l'espérance de vie d'une personne drépanocytée est de 35-45 ans. En temps, on aurait pu le dire avant. Parce qu'il n'y a pas de progrès technologique important. Donc, même la mortalité, même chez les drépanocytoses, chez l'enfant de moins de 5 ans, est très élevée. C'est-à-dire que quand un enfant a moins de 5 ans, il n'est pas bien pris en charge, il n'est pas bien suivi, le risque de mourir est élevé. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie chez les drépanocytés bien suivis est superposable avec celle d'un individu lambda. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes bien suivi, vous avez un spécialiste qui vous suit, rassurez-vous que vous pouvez vivre longtemps. Et si vous êtes mal suivi, vous n'êtes pas pris en charge très tôt, pas plus de 5 ans, quoi. Pas plus de 5 ans, très tout petit. Avant, on disait l'espérance de vie bien suivie, 30-45 ans. Maintenant, avec les progrès, tu peux avoir une espérance de vie comme quelqu'un de normal, quoi. Parce qu'avec les progrès de nos jours, la médecine qui évolue, les technologies, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être des médecins, des spécialistes, des agents de santé, on peut vivre avec sans vraiment de réelles complications. Il suffit, comme le dit notre spécialiste, notre invité Mounir Hassani, d'être informé, d'aller vers l'information, d'être bien suivi, de respecter les rendez-vous. Parce que pour prendre soin de soi, il faut quand même, voilà. Non, mais tu sais, les drépanocytaires, eux, ils sont obligés parce que les crises qu'ils ont, c'est trop douloureux pour ne pas être suivis. Parce que l'enfant souffre atrocement, les parents sont... parce qu'il y a en fait ceux qui ont la formule la moins chaude, la moins dangereuse. Voilà. Il y en a qui négligent leur traitement parce qu'ils ne subissent pas de conséquences. C'est-à-dire, tu vis avec, parfois tu as de légères douleurs musculaires. Oui, bon, oui. Voilà, donc c'est un danger parce que peu importe le niveau que vous avez, même si ce n'est pas trop
dangereux à ton avis, parce qu'il ne faut pas négliger, hein, il faut toujours aller vers l'information. Alors, on est en train de parler de diagnostic et de prise en charge, et j'aimerais parler un peu du traitement. Voilà, quel traitement est disponible pour la drépanocytose, et aujourd'hui, donc pour soulager cette maladie, comment, voilà. Alors, le traitement de la drépanocytose, on peut le voir sur deux plans. Un traitement symptomatique, donc les symptômes que la personne présente. Un patient ou un enfant qui vient avec des douleurs atroces liées aux crises vaso-occlusives, tu vas lui donner des antalgiques, c'est-à-dire des morphiniques, par exemple de la morphine, pour calmer sa douleur, parce que la douleur est très, très, très intense. Donc, le premier palier d'abord, c'est d'abord traiter les symptômes. Il vient avec, par exemple, des douleurs atroces, tu donnes par exemple de la morphine pour calmer vraiment les douleurs. Autre chose, c'est que quand il va faire des complications un peu chroniques, tu vas par exemple faire des transfusions sanguines. Parce que l'une des complications à redouter, c'est une anémie chronique. C'est-à-dire que l'anémie, comme j'ai expliqué tantôt, les globules rouges se détruisent. C'est-à-dire les globules rouges normaux ont un temps de vie de 100 à 120 jours. Un globule rouge normal. 100 à 120 jours. Chez quelqu'un qui a une drépanocytose, c'est moins de 45 jours. Donc, il a beaucoup plus de chances de faire une anémie. Donc, chez lui, avec le spécialiste, on peut lui proposer de faire des thérapies du style tu fais une transfusion 1 à 2 fois par mois, histoire de redonner un nouveau stock de globules rouges. Comme tu n'en as pas en fait, tu n'en as plus, tu en perds beaucoup. Donc on va t'en redonner un peu. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des supplémentations en fer. Tu le sais, l'un des éléments qui permet de bien consolider les globules rouges, c'est le fer. Les personnes qui sont anémiques, généralement, leur demandent de prendre du fer. Donc, tout ce qui est... j'ai oublié encore le nom. J'ai oublié le nom des médicaments. Mais il y a des médicaments fortement dosés en fer qu'on peut donner. Autre chose, thérapie très intéressante, qui est un peu moins utilisée en Afrique, c'est les hydroxyurées. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est des médicaments qui sont capables, en fait, de régénérer les globules rouges qui sont déficitaires, c'est-à-dire les globules rouges qui ont la mauvaise forme de falciformation. Maintenant, au XXIe siècle, où les choses ont bien évolué, s'il y a un traitement qui est définitif pour guérir en quelque sorte de la maladie, c'est la greffe de moelle osseuse. Okay. Donc en fait, la moelle osseuse, c'est la partie des os qui produit les globules rouges. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la moelle osseuse de quelqu'un qui est compatible avec vous, c'est très compliqué, et maintenant on vous l'incruste à vous, afin vraiment que vous ayez des globules qui sont totalement normaux. Et on va remercier le Sénégal parce qu'une fois encore, le Sénégal fait partie de l'un des rares pays africains qui a réussi à faire une greffe de moelle osseuse. C'était en 2021, en juin 2021, c'était la prof Seynabou Thiam, que je ne connais pas, mais bon, voilà. Ah bah, c'est tout. En fait, le Sénégal, ils sont en train vraiment de faire beaucoup de miracles, beaucoup d'exploits dans le domaine de la santé. C'était aussi la même chose avec l'insuffisance rénale. Et j'aime bien vous écouter, j'aime bien vous chercher les mots, vous envoyer, j'aime bien. Et surtout que vous avez décidé aujourd'hui de vous donner à la sensibilisation, de vous concentrer sur l'insuffisance rénale et tout. Et mais pourtant, vous traitez les autres thématiques avec la même pertinence. Hein. Vraiment, c'est un plaisir. Alors, on a parlé de la greffe de moelle osseuse, mais la question que beaucoup de gens se posent, et peut-être même vous avez déjà répondu, hein, mais je vais reformuler et poser la question. Est-ce que la drépanocytose guérit, se soigne à 100%? Oui, est-ce qu'on peut avoir une guérison complète? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que oui, quand vous faites votre greffe de moelle osseuse, bien évidemment, vous avez un nouveau stock de globules rouges qui est disponible. Donc, à vous la vie. Le problème, c'est que cette greffe de moelle osseuse-là, c'est un traitement qui est très lourd. C'est extrêmement lourd. Et les gens parlent de rémission complète. C'est-à-dire que progressivement, vous allez réussir à revenir, à avoir une meilleure espérance de vie. Donc, oui, dans ce sens-là, on peut guérir de la drépanocytose si on fait la greffe de moelle osseuse. Mais combien de personnes aujourd'hui peuvent se permettre de la faire, en fait? C'est extrêmement coûteux. Ouais, c'est là où je voulais en venir. La greffe, ce n'est pas accessible. C'est très cher. Contrairement à la greffe rénale, c'est quelque chose qu'on ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que même la greffe, je me suis surtout dit qu'en fait,
Il faut que vous soyez compatible avec un des membres de votre famille à un point où vraiment, vous êtes vraiment très, très compatible. C'est-à-dire que vous êtes très proche. Il y a ce qu'on appelle des HLA, c'est des éléments de compatibilité. Si vous êtes proche à ce niveau-là, on peut vous faire la greffe de moelle osseuse. Ce n'est pas forcément évident. On peut être frère et sœur, mais ne pas avoir cette compatibilité-là. Donc, il faut aller chercher dans la fratrie, dans la famille, quelqu'un qui est compatible avec toi et maintenant de faire la greffe de moelle osseuse. Et celui qui est compatible, comment ça se passe? Il donne une partie de sa... Oui, il donne une partie. Voilà. Non, bien sûr. Ah, d'accord. On ne va pas lui appeler. Ah bah, je suis sûr qu'il y a des Sérères qui n'ont pas compris, qui se posent la question. D'accord. Donc, c'est comme l'insuffisance rénale, on peut donner... une partie de sa moelle osseuse. Voilà, on en a deux. Et puis voilà, c'est comme aussi le foie qui se régénère. Exactement. On peut donner une partie, ça va se régénérer. Donc, comme le sang, quand on fait un don de sang, après, l'organisme, naturellement... voilà, régénère, remplace. Bien sûr. Ah, Dieu est vraiment miséricordieux. Mais ce n'est pas tous les organes, hein, c'est pas, Ouais. c'est pas tous les organes. C'est effectivement ça, c'est pas tous les organes. Mais tous les organes qui ne régénèrent pas. Voilà, on peut trouver d'autres solutions. Oui, bien sûr. En tout cas, voilà, on va maintenant parler de prévention parce que oui, essayer de comprendre la maladie, comment elle se transmet, comment on peut la voir, comment on la gère, comment elle se diagnostique, comment on la soigne. Maintenant, c'est bien, tout ça c'est très bien, mais comment on peut vraiment prévenir tout ça? Et ça c'est extrêmement important, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais en Wolof, on dit souvent « fagaru mo gën faju ». Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Voilà, là vous comprenez. Alors, en parlant de prévention et de qualité de vie, alors moi ma question c'est pourquoi le dépistage néonatal, on en parlera, est-il important? Ah, c'est très important le dépistage néonatal. Pourquoi? Parce que il est important que chaque personne connaisse son statut. Et si de surcroît, tu es drépanocytaire, on l'a dit tantôt, si vous n'êtes pas suivi, si vous n'avez pas un bon suivi de votre maladie de la drépanocytose, votre espérance de vie n'est pas très élevée. Donc, dès qu'un enfant naît, le premier réflexe à faire, l'un des premiers gestes à faire, c'est de vérifier son statut. Est-ce qu'il est AS? Est-ce qu'il est SS? S'il est SS, on peut déjà commencer à anticiper sur les principales complications qu'il peut avoir. Une des complications, je t'avais dit que les personnes drépanocytaires étaient sensibles aux infections. Donc, quand on sait que la personne il a ce statut-là, on peut déjà faire de la vaccination. Donc, déjà prévenir l'apparition ces petites infections-là qu'on peut éviter. On peut déjà commencer petit à petit à mettre des barrières. Mais je comprends ce que tu veux dire, en fait. Le dépistage néonatal, en fait, ça n'empêchera pas la survenue de la drépanocytose parce que c'est quelque chose de génétique. C'est pas lié aux habitudes de vie. C'est vraiment, on va dire que c'est une question de chance aussi. Parce que si tu es dans une famille où ils sont drépanocytaires, tu n'as pas la chance en fait. C'est juste que c'est une question de bon Dieu a décidé que tu sois drépanocytaire. Une fois que tu es drépanocytaire, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ta espérance de vie et ta vie sur Terre soit la plus confortable possible? C'est ça le rôle du médecin, c'est ça le rôle du spécialiste, de l'hématologue. Très clair. Très clair. Et espérons que la médecine va continuer à avancer parce qu'aujourd'hui, une mère peut avoir, par exemple, le VIH, le sida, et porter un enfant. Et l'enfant peut ne pas l'avoir. Ne peut ne pas l'avoir. Et on va préserver l'enfant de... Donc, espérons. En tout cas... Alors que la drépanocytose, non. C'est ce qui me... Voilà. C'est ce que je n'ai pas un peu compris. Parce non, bien sûr. Non, bien sûr. J'ai compris ce que tu voulais dire. Voilà. Je comprenais parce que, en fait, le truc, c'est que c'est génétique. C'est-à-dire que quand, par exemple, papa A, maman A, tu peux ne pas avoir, comme tu peux avoir. Parce que c'est AS. En fait, c'est vraiment c'est de la probabilité, en fait. Comment dire ça? Tu es AS, la maman est AS. Il y a des chances que les SS se reviennent ensemble, en fait. Et tu as 25% de chances d'être SS. Donc, tu peux être issu d'une famille où ils sont AS, toi, tu es AA. Tu es sauvé. Tu peux être issu d'une famille où ils sont AS, toi tu es AS. Maintenant, si la famille, ils n'ont pas de drépano, est-ce que l'enfant... Il ne peut pas avoir de drépano. Il ne peut pas avoir. Mais drépano, d'où est-ce que tu sors même?
Non, en fait, c'est des mutations. En fait, comment t'expliquer? C'est-à-dire, c'est des anomalies liées à la fécondation. C'est-à-dire que le gène, comme je l'expliquais tantôt, qui va produire les globules rouges, là, lui, à un moment donné, il dit, OK, moi, je vais chez ça. Au lieu d'être rond, moi, je vais devenir falciforme. Falsifié. Ah, c'est ok. tout, en fait. Et on transmet ça, transmet. puisque voilà, Il y a plein de personnes AS, par exemple. C'est-à-dire, elles sont là, elles ne savent pas qu'elles ont le gène, en fait. Elles vont se marier avec une autre personne qui est AS. Et donc, on va découvrir ça comme par hasard. On va dire, mais attends, moi, je ne suis pas drépanocytaire. Je suis pas drépanocytaire. Quand tu vas fouiller dans l'arbre généalogique, tu vas voir que, effectivement, quelqu'un de la famille avait transmis le S parce que le S n'est pas venu de nulle part. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de génétique. C'est les serrères qui nous suivent qui n'ont pas compris. Vous savez, les serrères, ils ne sont pas très intelligents. On va continuer. C'était une pique pour les serrères. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment quelque chose de... tu peux pas faire grand-chose contre ça. On va parler, il y a moyen, ça on va parler, je pense qu'on va en parler après dans les thérapies géniques, ça c'est vraiment des trucs, traitement c'est vraiment la projection dans le futur, quand la médecine va évoluer. Mais pour le moment, en tout cas en Afrique, si tes parents sont AS, déjà même, on va en parler au niveau de la prévention, tes parents sont AS, ta mère est AS, ton papa est AS, tu as 25% de chance d'avoir la maladie. Maintenant, si tes parents sont SS, et ils vont se mettre encore avec des SS, c'est que toi... Voilà, donc les deux choses à retenir, c'est que deux personnes qui ont la drépanocytose, peu importe la formule, doivent éviter de se marier. Oui, je pense que même c'est interdit, c'est formellement interdit. Hein, d'accord? Donc d'abord ça, c'est important de le savoir. Ensuite, vous m'avez donné une information qui me soulage et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'individus, pour beaucoup de gens qui ont cette maladie, c'est que avoir cette formule SS ne signifie pas que tu vas forcément mourir. Parce que j'entends souvent dire non, ils ne vont pas dépasser les 20 ans. Vous parlez de 35 ans, ils ne vont pas dépasser les 20 ans. Alors, ce n'est pas vrai. Vous avez, peu importe la formule que vous avez, dès que vous êtes bien suivi, dès que vous respectez vos rendez-vous, et ce n'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Hein, vous pouvez vivre avec sans trop de complications. Vraiment, merci pour cette information. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui en ont besoin. Alors, on va parler on a parlé d'accompagnement pour finir, mais... Alors, avant ça, à chaque maladie, on parle de l'alimentation. Et peut-être que pour... Ah oui, allez-y, allez-y. Je vais parler d'un... Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est au niveau de la prévention. C'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle le bilan prénuptial. Avant de se marier. Le bilan prénuptial. Dans le bilan, il y a ce qu'on appelle l'électrophorèse pour savoir quel est votre statut. C'est à ce niveau-là que les gens ne sont pas assez regardants. Je l'aime, elle m'aime. On est amoureux, on va tout de suite donner, il faut qu'on se marie. Alors que non, il y a des examens à faire avant de se marier. C'est ça la prévention primaire, en fait. Ceux qui sont sur le point, peu importe l'amour que vous avez, donc, hein, il faut ce bilan-là. Il faut faire ce bilan. Mais est-ce qu'il n'est pas compliqué de faire le bilan? Non, pas du tout, c'est juste une prise de sang. C'est une prise de sang que vous allez faire et puis on va savoir quel est votre statut. Vous êtes AS. Et si vous êtes AS et que vous entendez quand même vous marier, là, il faut être prêt à assumer les conséquences parce que financièrement, c'est quelque chose qui est prenant. Hein. On n'a pas parlé peut-être du volet financier, mais les parents qui ont des enfants drépanocytaires, ils dépensent beaucoup d'argent, surtout quand les enfants ont des crises. Il faut l'emmener à l'hôpital. Quand tu l'emmènes à l'hôpital, il faut faire des transfusions régulièrement. Les médicaments coûtent très cher pour la drépanocytose. L'hydroxyuréa, c'est pas, bon, je sais pas, pour des trucs, ouais, c'est pas truc. Donc vraiment, le bilan prénuptial, c'est très important. Autre chose, quand tu es drépanocytaire, il y a des éléments qui peuvent déclencher tes crises. Des efforts physiques très intenses, il faut limiter. Le stress, c'est pas bon pour toi. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre? Le stress, les efforts physiques, il y a un troisième là qui m'échappe. Le froid aussi, hein? Exactement. Le froid, oui. Le froid. Donc ces éléments-là, en fait, c'est vraiment toi, tu ne dois pas être dans ces choses-là. Tu dois tout faire pour te préserver. D'accord. Et c'est des informations
d'une importance capitale Si. parce que quand on sait, quand on a ces informations-là, on est beaucoup plus à l'aise dans notre gestion, dans la gestion de notre maladie. Hein, parce que être malade, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est comment tu gères ta maladie. Hein. Et pour finir, quand on parle de prévention et de qualité, pour finir, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'alimentation joue un rôle dans la gestion de la maladie? Bien sûr, l'alimentation joue un rôle très important parce que l'alimentation, surtout une alimentation riche en fer. Pourquoi? Parce que toi, tu as déjà tu as un déficit en globules rouges, en hémoglobine. Donc, ce qui est conseillé, c'est vraiment de manger des aliments qui sont riches en fer. Une alimentation, il faut boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater, c'est très important. Et aussi, avoir une alimentation qui est riche en fer. Tout ce qui est riche en fer, comme par exemple le cacao, tout ce qui est fibres, tout ce qui en tout cas regorge de fer, c'est vraiment quelque chose qui doit être à ta portée quand tu es une personne qui est drépanocytaire. C'est très important. De bien s'alimenter, de bien manger. C'est pas, faut pas vivre comme moi. Voilà. moi mon histoire, c'est moi et les fast-food. Hein, voilà, je mange pas équilibré. Bon, avant, je conduis qu'au passé parce que c'est quand j'étais célibataire. Je ne mangeais pas équilibré. Hein, je buvais pas beaucoup d'eau. Mais maintenant que voilà, qu'elle est là, alhamdoulilah, hein, je profite pour un big dédicace à Itia. Hein? Donc, il faut m'aider, il faut me forcer à boire beaucoup d'eau. Et pour l'alimentation équilibrée, alhamdoulilah, je vois, on m'oblige à manger des tomates, des salades, voilà, mashallah, quoi. Voilà, je commence à vivre. Hein? Merci, Itia, merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Nous avons parlé de la compréhension de la maladie, comment comprendre la maladie, hein, quel diagnostic, comment on diagnostique cette maladie, la prise en charge. On a parlé de la prévention et de la qualité de vie. On a parlé de beaucoup de choses, on a fait le tour. Mais maintenant, je voudrais peut-être qu'on parle un peu de l'accompagnement. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des associations comme le vôtre, NephroWorld, vous faites des sensibilisations dans le domaine de l'insuffisance rénale. Mais aujourd'hui, selon vous, quel rôle doit jouer l'État dans cet accompagnement pour la lutte contre la drépanocytose? Alors, on peut déjà dire que le Sénégal est un peu comme dans la sous-région, on avance sur beaucoup de choses. On a parlé tantôt de la première greffe de moelle osseuse qui a été faite. C'est une avancée considérable. C'est vraiment quelque chose qui révolutionne complètement le traitement de la drépanocytose en Afrique et plus au Sénégal. Alors, il y a des associations qui existent, associations des personnes drépanocytose du Sénégal. C'est une association que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Et l'État aussi a mis en place, au niveau du CNTS, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, un bâtiment uniquement pour de l'hématologie, la science qui s'occupe des maladies sanguines, parce que c'est des maladies sanguines. Donc, à ce niveau-là, tous les patients drépanocytaires sont suivis, bien pris en charge, et franchement, on ne peut que leur tirer chapeau. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est peut-être miser un peu plus dans l'innovation. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire que au lieu de faire des greffes de moelle osseuse, on va directement intervenir sur le gène. Vu que le gène c'est SS, il y a moyen en fait qu'on transforme ce gène SS en A. Tu vois. L'évolution. L'évolution est tellement faire qu'on peut même modifier le gène maintenant qui est responsable de l'expression de cette mauvaise forme de globules rouges. Donc vraiment c'est vrai que l'Afrique, on parle il faut des moyens financiers importants, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment une priorité parce que voilà, il y a d'autres maladies comme le paludisme qui sont beaucoup plus sévères, mais avoir quand même une petite attention vers l'innovation, vers la recherche quand même dans ce domaine-là, notamment la thérapie génique. Je pense que normalement c'est tout. C'était quoi la suite? Ouais, c'était le message par rapport à... Est-ce que vous avez un message aussi à ajouter, à partager, parce qu'on est à la fin, on est au terme de cette émission. Je dirais tout simplement que la drépanocytose, ce n'est pas une fatalité, franchement. Il y a des drépanocytaires qui vivent très longtemps. Et ils vivent même mieux que certaines personnes qui n'ont pas la maladie. Ne soyez pas affligés, ne pensez pas que non, il n'y a plus d'espoir. Il y a beaucoup de rumeurs, comme tu disais justement, ils ne dépassent pas 20 ans, mais il ne faut pas prendre compte de ça. Il faut surtout être bien suivi, prendre régulièrement ses médicaments et Inch'Allah, normalement, vous devriez vivre normalement. Merci beaucoup, mon cher
Mounir, c'est un plaisir, hein, c'est toujours un plaisir. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau et toujours aussi pertinent, un jeune très engagé. Je l'ai dit, je l'ai répété, je vais encore le répéter parce que je suis charmé par le travail extraordinaire qu'il est en train de faire dans le domaine de la sensibilisation, hein, avec NephroWorld. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation et nous vous souhaitons vraiment beaucoup de succès parce que je sais que vous êtes un passionné de ce que vous faites, hein, et on vous souhaite beaucoup de succès, mon cher ami Mounir, le futur grand docteur qui va faire l'innovation dans Inch'Allah, les... Inch'Allah. Hein, donc, un coucou à la famille, voilà. Vous êtes quelle nationalité? Je suis béninois. Béninois. Un coucou aux Béninois et Béninoises. Okay. Hein? Ouais. Coucou à Votre tous, mot de la fin? Ouais, c'est ça. Coucou à tout le monde, quoi. La famille, tout le monde. Tout le monde, quoi. Père, mère, cousin, cousine, tout le monde, quoi. Franchement. Voilà. Un coucou à tout le monde et à Soblé qui était là la dernière fois. Très important. Roya, hein? Voilà. Donc, merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs de la téléécole. C'est toujours un plaisir de partager avec vous cette émission Ma Santé est là pour vous aider, pour vous donner des informations de qualité afin de vous aider à mieux gérer vos problèmes de santé, hein. Je profite pour saluer tous les agents de santé, tous ceux qui se donnent matin, midi, soir, et voilà, pour aider, assister, accompagner. Et quand je parle de ces agents de santé, je pense à ma maman, Virginie de Massalam International. Je pense à elle, c'est un dédicace, hein, que je la souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bien-être, hein. Merci beaucoup à toutes et à tous. Continuez à suivre les émissions de la téléécole parce qu'ici, c'est la télé 100% éducative. Une télé où on partage que des informations bénéfiques, des informations de qualité. Les élèves et étudiants, vous pouvez télécharger l'application Téléécole. Vous pouvez suivre à travers Canal+, code 225, ou bien sur la TNT, code 20, avec les cours solidaires. Vous pouvez réviser les mathématiques, l'histoire géo, l'anglais, le français, entre autres. Vous pouvez faire des révisions avec des professeurs extraordinaires qui sont vraiment pédagogues, qui ont une pédagogie extraordinaire. Je profite pour dire merci à Mamour, hein, qui est là, qui assiste, qui accompagne Mamour et l'ensemble de l'équipe de la téléécole, sans oublier Mr. Blue, l'auteur de la tolérance questionnée, le PDG de la téléécole. Mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs, on se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Ma Santé. Mangez bien, souriez, évitez le stress et vivez pleinement.